Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Le deuxième volet de Mad Max est sans aucun doute le plus iconique de la saga. Un Mel Gibson inoubliable, des paysages post-apocalyptiques et des courses-poursuites endiablées, ce film a inspiré tout un pan de la pop culture de Ken le Survivant à Waterworld, en passant par les jeux vidéo Fallout. Replongeons dans l'univers déjanté de George Miller et les petits secrets que renferme ce Mad Max 2. Le premier Mad Max n'ayant bénéficié que d'une sortie limitée aux États-Unis, ce deuxième volet fut retitré The Road Warrior dans les salles américaines. En France, on lui donna le titre de Mad Max 2, Le Défi. Avec un budget 10 fois supérieur au premier, ce fut en son temps le film le plus cher jamais produit en Australie, avec en particulier son décor de forteresse dans le désert dont l'explosion finale a été la plus large jamais connue dans le pays, si bien qu'il a fallu prévenir les compagnies aériennes et fermer les exploitations minières environnantes. Le tournage du film a eu lieu dans le désert de Broken Hill en Australie, connu pour son extrême aridité, afin que l'équipe soit sûre qu'il ne pleuve jamais. Manque de chance, c'est pile au moment du tournage qu'il s'est mis à pleuvoir pour la première fois en 14 ans. George Miller n'a décidément pas de chance avec ce désert, puisqu'il lui arrivait la même chose au moment de tourner Fury Road, à tel point que le sol s'est couvert de fleurs après la pluie, délocalisant la production en Afrique. Si le désert a l'air aride à l'écran, il y faisait en fait souvent très froid, si bien que le postérieur de Vernon Wells, exposé par son pantalon en cuir, servait à Mel Gibson de baromètre pour se couvrir quand il tournait au violet, ça ne s'invente pas. La scène où Max est laissé pour mort par Wes fait écho à une autre scène du premier film où Max est laissé pour mort par Toe Cutter. Le même thème musical a d'ailleurs été réutilisé par le compositeur Brian May, un compositeur à ne pas confondre avec le guitariste de Queen qui porte le même nom. Mad Max 2 se passe 5 ans après le premier film et le seul acteur autre que Mel Gibson à revenir est Max Fairchild, Beno dans le premier volet, qui joue ici un otage attaché devant la voiture de Humungus. Humungus, méchant principal de ce long métrage, était à l'origine révélé comme étant Jim Goose, l'ancien partenaire de Max que l'on croyait mort. La production a finalement décidé d'abandonner ce twist, mais quelques indices sont restés comme le fait qu'il soit gravement brûlé sous son masque, tandis que Goose finissait dans une explosion, et le fait que l'un de ses hommes porte le même équipement que Goose dans le premier film. On peut aussi voir un crâne orner l'étui de son pistolet. Il s'agit d'un Totenkopf, emblème nazi utilisé par les SS, une fascination pour l'Allemagne que l'on retrouve dans la croix de fer qui orne ses voitures, ou le discours qu'il tient de nuit, un poème de Goethe intitulé « Le roi des autres ». Pour ce qui est de Max, vous n'êtes pas près de l'entendre réciter du Goethe, puisque Mel Gibson n'a que 16 répliques dans tout le film. Son apparence a bien évolué depuis le film précédent, et selon George Miller, c'est Mel Gibson lui-même qui a insisté pour être déguenillé à ce point. Pourtant, rien n'est laissé au hasard, puisque si sa manche droite manque, c'est qu'il s'est fait rouler sur ce bras dans le film précédent, et les secours auraient coupé la manche pour le soigner. L'armature sur sa jambe rappelle le coup de feu qu'il s'est pris dans Mad Max 1. 2 doigts sont coupés de ses gants pour mieux recharger son fusil, et les objets qui pendent sont des pièces de rechange de son intercepteur. Max est ici accompagné d'un chien, le bien nommé Dog, qui l'aide tout au long du film et lui sauve même la vie. Le chien a été obtenu dans un chenil alors qu'il allait être abattu le lendemain, et il a été adopté après le tournage par l'un des opérateurs caméra. Notons au passage que la pâtée pour chien que lui et Max dégustent s'appelle Dinky Die, ce qui en argot australien signifie honnête et fidèle. L'autre compagnon fidèle de Max est bien sûr son intercepteur noir, une Ford Falcon de 1973 customisée, un modèle rare et exclusivement australien. Seuls 2 intercepteurs ont été utilisés dans la trilogie. Toutes les voitures du premier film étaient destinées à la casse, sauf l'Interceptor, qui a été revendu puis racheté pour Mad Max 2. Une autre voiture identique a été construite spécialement pour les cascades et détruite dans la foulée. En tout, plus de 80 véhicules ont été fabriqués et customisés pour ce film, dont plus de la moitié ont fini détruits. Durant la poursuite, énorme moment de bravoure du film, un motard tournoie dans les airs après avoir heurté une voiture en plein vol. Un moment saisissant qui était en fait un véritable accident gardé au montage, puisque le cascadeur n'était censé que survoler la carcasse, mais en la touchant, il tournoya et s'en est finalement tiré avec une jambe cassée. Et en parlant de la poursuite et donc de la citerne, le logo sur la citerne qu'ils doivent protéger indique Seven Sisters Petroleum, Seven Sisters étant une expression communément utilisée pour désigner les 7 compagnies pétrolières dominant le marché des années 40 aux années 70 et qui ont fait naître de nombreuses théories du complot. Et même s'il se déroule dans un futur post-apocalyptique dans l'outback australien, Mad Max 2 emprunte de nombreux éléments au western. Ainsi, Max est l'archétype du voyageur solitaire durci par la vie, qui est engagé par une petite colonie pour les protéger, et on retrouve des stéréotypes du western traditionnel jusque dans les costumes, clairs pour les gentils, sombres pour les méchants. George Miller cite John Ford à travers sa course-poursuite finale, véritable hommage à la chevauchée fantastique, ou lorsque Max observe le gang de bikers depuis une colline de nuit, une référence à un plan de la prisonnière du désert. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce plan a par la suite inspiré George Lucas dans Star Wars épisode 2.
Enfin, on notera que l'enfant sauvage du film, qui s'avère être le narrateur, entretient une relation particulière avec Max, largement inspirée de l'amitié entre Shane et Joey dans L'Homme des Vallées Perdues, un classique du western largement référencé dans Logan, un autre film post-apocalyptique inspiré lui par Mad Max. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?